Bien, moi, je vous propose de recommencer. Ceux qui sont sortis vont nous rejoindre. Sinon, nous avons un certain nombre de participants en ligne que je salue. Nous sommes réunis donc pour cette deuxième table ronde de notre journée. Alors, je rappelle que c'est un séminaire qui est co-organisé par Omnes Éducation qui vous accueille et également par nos collègues du classement mondial UI Green Metric, donc le professeur Viri Firi-Sari et donc le docteur Junaldi, qui sont nos partenaires depuis plusieurs années maintenant, puisque, donc vous l'aurez compris, Omnes Éducation participe et fait partie des bons élèves du classement mondial des universités les plus vertes, à tel point que Omnes Éducation est le représentant national de ce classement, ce qui signifie que Omnes Éducation doit organiser en tant que premier de ce classement au niveau français, eh bien, organise chaque année donc un séminaire à destination des autres établissements d'enseignement supérieur et de recherche français pour les inciter aussi à mener des politiques plus vertes, plus sustainable, et pour participer donc à ce classement mondial qui a été présenté ce matin. Donc j'en profite donc pour saluer nos collègues donc de ce classement mondial qui sont venus de l'université d'Indonésie. Et je voulais aussi indiquer qu'en ce qui me concerne, j'ai organisé pour la dernière fois dans le cadre d'Omnes Éducation ce séminaire. J'ai quitté Omnes Éducation donc, le 15 février, mais je l'ai organisé avec Julien Pilot qui est là ce matin, et puis Yasmina et Juliette ici présentes, ce séminaire pour la dernière fois. Donc moi-même maintenant je suis à l'université de Paris 2 Panthéon. Peut-être sera en concurrence avec Omnes Éducation donc, comme représentant national. Mais l'émulation est une bonne chose. La table ronde numéro 2 porte sur une question et avec des intervenants qui sont un peu différents des précédents, puisque la question c'est pourquoi se former à la transition écologique, et nous avons souhaité poser cette question à des cadres, à des salariés qui ont fait le choix, donc à un moment donné de leur carrière, eh bien, de leur demander pourquoi ils ont fait un tel choix, pourquoi cette décision, ce qu'ils ont trouvé et ce qu'ils n'ont pas trouvé en fait, puisque l'objectif, c'est de pouvoir faire progresser la pédagogie en matière de transition écologique. Donc, est-ce que ces participants à ces formations ont trouvé finalement ce qu'ils cherchaient? Est-ce qu'il y a des manques? Et nous aimerions avoir leur point de vue. Et puis aussi, est-ce que ce choix de se former à la transition écologique leur a permis une progression de carrière? Et puis nous avons aussi des enseignants, notamment le professeur Martin Autenard, qui est professeur à l'université de Paris-Saclay, professeur en économie de l'environnement et du développement durable, et qui est aussi un intervenant dans le cadre d'une des écoles de Omnes Éducation, qui est l'école de formation tout au long de la vie, Long Life Learning, dont on a parlé ce matin, l'IFG, Executive Education, que j'ai eu le plaisir de diriger pendant plusieurs années. Et donc, l'IFG Executive Education a créé un Executive MBA sur le management de la transition écologique et économique, et donc écologique et énergétique. Et nous avons là un certain nombre donc
personnes qui ont suivi aussi cette formation. Et le professeur O'Connor nous donnera quant à lui son point de vue sur le type de public. Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'il intervient avec des étudiants en formation initiale, donc à l'Université de Paris-Saclay dans ce type de formation. Donc il pourra aussi nous dire finalement ce qu'il y a de... si la pédagogie est plus innovante, ce dont je suis persuadé, en formation continue par rapport à la formation aussi initiale, et qu'est-ce qu'on a pu tester dans ce domaine, dans sa formation et dans les formations qu'il a dirigées. Voilà, alors nous avons normalement Arnaud Berger, je ne sais pas s'il est parmi nous. Oui, oui. Donc, oui, tout à fait, en visio, là, voilà, je lève la main pour que vous puissiez me reconnaître. Bonjour Arnaud, bienvenue parmi nous. Arnaud, donc vous corrigerez parce que vous avez beaucoup de casquettes. Vous avez notamment celle à l'ESSEC. Vous êtes responsable d'une formation sur ces questions de transition écologique. Si ce n'est pas ça, vous le direz quand vous présenterez donc, à l'ESSEC. Et puis, vous êtes aussi un acteur économique, puisque vous intervenez dans beaucoup d'entreprises, Energica, Mobion. Vous pourrez aussi nous dire finalement le point de vue d'un employeur pour ce type de formation et quelle pédagogie, en tout cas, quel contenu vous pensez important de pouvoir insuffler pour avoir des gens qui arrivent sur le marché du travail et qui pourront permettre de mieux faire évoluer cette transition écologique. Voilà, donc comme intervenant, nous avons donc Fabrice Lipinski qui est à distance, je pense. Il est aussi à distance, hein. Qui est je vous laisserai vous présenter, mais vous avez suivi la formation IFG Executive Education, me semble-t-il, et vous êtes directeur d'exploitation dans le groupe e-Hôtel Lyon. Nous avons Marie-Amélie Sagazan, qui est donc gérante de la SRL Agitater et qui a aussi suivi la formation donc, de l'executive MBA, donc de management de transition énergétique à l'IFG. Et puis Florence Pandlevoix, qui est responsable de département entreprise assistant, qui est aussi... Mais je ne sais pas si elle est parmi nous, Florence, je ne la vois pas. Elle n'est pas là. Bon, si elle nous rejoint, on verra. Et donc, Aïda Chissé, qui est chef de projet Data Center, qui a suivi aussi la formation d'IFG Executive Education. Et puis, donc, Martin, je l'ai présenté. Voilà. Donc, si vous le voulez, nous allons procéder... je vais rester là, parce qu'en fait, pour la traduction. Nous allons procéder de la façon suivante. Donc, je vais vous donner chacun la parole 2 fois. D'abord, vous pourrez peut-être présenter rapidement, puis surtout nous dire pourquoi, pour ceux qui ont suivi cette formation à l'IFG Executive Education, pourquoi ils ont fait ce choix, ce qu'ils trouvaient. Et puis, je demanderai ensuite à Arnaud et à Martin, qui sont donc plutôt du côté des enseignants, mais aussi à Arnaud, qui est du côté plus économique, de nous donner leur point de vue sur ce type de formation. Voilà, donc on va commencer par Aïda. Alors, il faut que vous preniez... C'est ces deux-là. Hein. C'est ça. Alors, il faut prendre 2 micros. Je n'ai pas compris pourquoi, mais en fait, il faut 2 micros. Voilà. On entend. Normalement, on devrait vous entendre avec 2 micros. Ok, bonjour. Donc, je suis Aïda Cissé. Donc, pour expliquer un peu mon parcours, donc j'ai fait un parcours assez classique. Donc, voilà, terminale S, ensuite une école d'ingénieur, donc en informatique. Ensuite à ça, j'ai trouvé un travail dans le réseau. Donc, là, j'étais ingénieur réseau pendant 6 ans dans une entreprise, un opérateur télécom. Et ensuite, une entreprise donc, qui est plus dans les premières licornes du web, donc pour gérer le réseau interne en fait, de l'entreprise. Donc, il y a 5 ans, j'ai switché plutôt vers un poste de chef de projet data center, donc toujours dans la même entreprise, parce que j'avais envie tout simplement de changer, de faire autre chose que du réseau et peut-être de m'en chercher peut-être un peu plus différent.
Et donc les data centers, voilà, je pense que tout le monde est assez au courant. Donc c'est un peu la maison des ordinateurs pour de l'internet. Donc c'est là des grandes salles dans lesquelles on a énormément de serveurs. Donc il faut du refroidissement, il faut de l'électricité, il faut de l'espace. Et il faut gérer tout ça. Donc le travail essentiellement, c'était de choisir les sites. Ensuite, mettre les data centers, mettre les serveurs dans la salle, donc l'organisation totale de la salle, et voilà, et après, gérer toute la fin de vie. Donc, ça veut dire les maintenances, ça veut dire aussi, à la fin, une fois que les équipements ne sont plus souhaités, on décommissionne. Donc c'est à ce moment-là, en fait, on est, on va dire, en plein dans l'impact du numérique. Parce que le numérique, on voit le téléphone, on voit ce qu'on est sur notre téléphone portable. Et là, quand on arrive dans un data center, on se rend compte de la réalité du numérique. Donc, on se rend compte de ce que c'est que l'électricité, on se rend compte des déchets, on se rend compte du refroidissement qui est nécessaire, on a les chiffres. Et c'est là que il y a eu un peu un décalage, en fait, et je me suis dit, ah oui, effectivement, là, il faut faire quelque chose. Donc, même si j'adore le numérique, c'est un outil absolument fantastique, il y a un moment, on se rend compte qu'il faut peut-être aller plus loin, et que je ne pouvais pas forcément continuer à faire le métier de cette façon-là. Donc, il fallait faire partie, c'est pas des choses que spontanément on regarde, mais le but, c'est de faire en sorte que l'entreprise fonctionne, l'entreprise tourne, de donner la couche, on va dire, du premier niveau de physique pour que les entreprises puissent avoir ces données et puissent ces logiciels en fait se mettre en place. Et voilà, mais on se rend compte que la façon dont on le fait, en fait, pourrait être optimisée, pourrait être faite de manière plus optimisée et peut-être en polluant moins. Et donc c'est à ce moment-là que dans ma carrière, on a commencé à regarder ça dans les équipes un peu sensibles sur ce sujet-là, donc à regarder quelles actions on peut faire de notre côté. Ça peut être réduire la durée de vie, prolonger la durée de vie des équipements, ça peut être gérer les déchets différemment, il y avait des choses comme ça, et on s'est rendu compte qu'on le faisait peut-être pas bien, on le faisait peut-être un peu naïvement, et donc on s'est dit qu'il faut aller plus loin. Donc la première étape, ça a été de faire un bilan carbone de l'infrastructure pour avoir un chiffre. Donc c'est la première façon de savoir où on en est, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est de mesurer. Et donc, même en mesurant, on se rend compte qu'effectivement, on voit où sont les impacts, donc ça c'était super intéressant. Mais après, derrière, moi, j'ai voulu aller plus loin à titre personnel et me dire qu'effectivement, si je voulais continuer à faire du numérique, il fallait que j'ai les informations, il fallait que j'ai les données. Et donc, c'est comme ça que j'ai cherché des formations et que je suis tombée sur cette formation mastery et MBA avec l'IFG et que j'ai eu envie, le programme, je ne sais pas si on dit peut-être après le programme et le pourquoi. Oui. Mais en tout cas, c'est ce qui m'a donné envie de continuer. Et de me dire qu'il fallait me former, en fait, parce que pour demain, en fait, si on veut réellement être bon dans cette transition, il fallait être formé, il fallait transformer les choses de l'intérieur. Je sais qu'il y en a qui ont fait le choix de se dire, peut-être quitter le numérique, quitter les domaines polluants. En réalité, si je ne le fais pas, d'autres le feront après. Donc, il vaut mieux, en fait, transformer le business de l'intérieur, transformer la façon dont on fait les choses. C'est ce qui m'amène à ça. Et est-ce que vous avez été soutenu par votre entreprise pour faire cette formation? Alors, soutenu, on va dire oui, dans le sens où tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut le faire et c'est un sujet intéressant. Maintenant, je l'ai fait à titre personnel, je l'ai financé personnellement parce que ça ne fait pas partie encore des formations, on va dire, reconnues au catalogue des entreprises. Sur quelque chose d'assez spécifique. Voilà. Je n'ai pas sur le métier pur, en fait, je suis dans le data center, c'est un plutôt technique. Et donc, voilà. D'accord. Donc, il y a encore un niveau de maturité à avoir pour que ce type de formation soit. Et de la même manière, en interne, en fait. Tout le monde est d'accord pour dire que c'est un sujet important et qu'il faut le traiter. Mais tant que ça ne vient pas de l'extérieur, donc soit des clients qui le demandent ou pour recruter des personnes, notamment les plus jeunes, qui sont très sensibles à ces sujets-là, c'est à ce moment-là que ça devient un vrai sujet d'entreprise. C'est là l'entreprise qui se dit, tiens, je vais devenir une version. Et est-ce que vous avez eu, on parlera des contenus après, et est-ce que vous avez eu, après avoir suivi cette formation, après avoir réussi cette formation, est-ce que vous avez eu une promotion dans votre entreprise? Alors, la formation est encore en cours. D'accord. Voilà, donc elle n'est pas encore terminée. Elle n'est pas terminée, vous, d'accord. Voilà, donc mais vous l'espérez en tout cas. En fait, c'est plus, comme je dis, c'est un projet assez personnel. Donc moi, je me vois plutôt même créer une activité qui soit réellement en lien avec la transition
et énergétique. D'accord, Voilà. très bien. Donc, à vous présenter, puis vous nous dites, voilà. Eh bien, bonjour, je m'appelle Marie de Sagazan et j'ai intégré le Mastery en novembre 2021. Je suis fondatrice d'une société qui s'appelle agitateur.ba, qui est toute nouvelle sur le bassin d'Arcachon et qui est en fait facilitateur en transition écologique. Elle s'inscrit dans une démarche d'économie circulaire et d'économie solidaire et sociale. Je dis facilitateur en transition écologique parce qu'elle propose d'un côté un accompagnement des entreprises, aussi bien au niveau de la RSE que de leur volonté de passer dans la transition écologique, et aussi parce qu'elle est apporteur de solutions, notamment. Le bassin d'Arcachon est une zone très touristique et nous avons beaucoup de déchets alimentaires sur une très grosse période et en très peu de temps. Donc, agitateur.ba propose, parce qu'il faut commencer par quelque chose, de traiter des déchets alimentaires. Voilà. Pourquoi avoir intégré la formation Mastery? Je dirais qu'il faut que je fasse un petit retour juste de 25 ans en arrière sur ma première vie professionnelle qui était infirmière de bloc opératoire. Et quand j'ai commencé vraiment cette formation, l'homme était au cœur de mon métier. Le travail en équipe était quelque chose de très important et surtout, ça a amené quelque chose, une source de réflexion, une source d'émulation. J'ai plutôt fini mon métier il y a 3 ans, plutôt en protégeant mes arrières, en faisant de la traçabilité à gogo, en ayant affaire à des patients qui, eux, savaient mieux que nous parce qu'ils allaient sur Google. Donc, on appelait ça des patients googlisés, parce qu'ils savaient vous dire comment il fallait les opérer, parce qu'ils avaient lu sur Internet. Et donc, j'ai vraiment fini ma formation où il n'y avait plus du tout de réflexion. C'était quelque chose qui n'existait plus. Donc, autant vous dire que j'ai lancé mon projet agitateur.ba en mode robot. Et je voulais juste de l'action sans réflexion. De toute façon, je crois que je ne savais plus ce que c'était que réfléchir à ce moment-là. Et donc, l'action, c'était le type tri et collecte des déchets alimentaires. Je collectais, je les valorisais en compost et je revendais le compost. Ça s'arrêtait là. Sauf que c'est un domaine que moi, je ne connais pas. Je ne connaissais pas, surtout à l'époque, maintenant beaucoup mieux. Mais il a fallu que je fasse des recherches. Et en fait, en faisant ces recherches, ça a entraîné une réflexion. Il a fallu que je me mette en corrélation des parties prenantes, des aspects économiques, écologiques, environnementaux, sociétaux. Et tout ça, mis ensemble, bout à bout, fait que ça a entraîné une réflexion. Lors de mon étude de marché, j'ai aussi rencontré des entreprises qui demandaient beaucoup plus que juste de la collecte des déchets, qui voulaient avoir des réponses plus concrètes sur leur implication au niveau environnemental. Donc, il a fallu que je fasse tomber ces murs comme tout le monde au début, j'allais sur Google, j'étais comme mes patients. Je suis passée autrement, je me suis dit, il faut que je fasse tomber ces murs pour mieux m'investir dans cette démarche de réflexion. Et donc, j'ai commencé par faire une formation certifiante de 2 semaines en écologie, santé et éthique. Et en fait, c'était juste le pied à l'étrier pour avoir cette volonté de me former un peu plus. Cette formation a été juste une formation, je dirais, microscopique, c'est-à-dire qu'elle était très basée sur l'individu lui-même. Et moi, il fallait quelque chose de plus macroscopique, quelque chose qui soit beaucoup plus au niveau de je vais dire de la Terre en elle-même, mais vraiment au niveau des gouvernements, de l'international, du national. J'avais besoin de cette vision-là. Donc, voilà pourquoi j'ai intégré le master il y a 4 mois. Et ça me permet, ce que je souhaite surtout de ce master, c'est qu'il soit le filtre en fait, de cette vision globale et macroscopique, et que moi, je puisse la faire intervenir au niveau microscopique, au niveau des entreprises. Est-ce que ça a déjà commencé à impacter votre activité? Ça commence, oui. D'accord. Ça commence tout doucement, mais ça commence. Merci. Donc, je me tourne donc, du côté de Fabrice Lipinski, s'il est toujours en ligne. Oui, Fabrice, donc c'est à votre tour. Bonjour, vous m'entendez? Oui, on vous entend. Très bien, merci. Désolé de ne pas être revenu sur Paris, mais
c'est que pour des raisons professionnelles et de déplacement venant de Lyon, j'ai souhaité le faire à distance. Voilà. Donc, Fabrice Lipinski, je suis directeur d'un hôtel à Lyon qui appartient à un groupe, en fait, qui est le groupe E-Hôtel. Et en fait, ma carrière est assez classique, on va dire, d'hôtelier, hein, après des études niveau Bac+2. Ensuite, j'ai pris également des cours au CNAM à une époque concernant la formation, c'est-à-dire qu'il y avait un rapprochement, j'avais des affinités, on va dire, pour une partie en fait de management, et donc j'ai suivi au CNAM une formation sur la gestion organisation de la formation pour adultes. J'avais aussi cette sensibilité à l'environnement depuis toujours, on va dire, et je trouvais que actuellement, enfin en tous les cas dans ce mouvement qui existe aujourd'hui autour de l'environnement notamment, l'hôtellerie est très représentative, pas forcément d'un bon niveau, puisque on est quand même, je trouve, plutôt en retard sur nos pratiques hôtelières et de restauration en général, même si ça s'améliore, mais on est vraiment qu'aux prémices d'un bon développement dans ce sens. À savoir qu'aujourd'hui, quand même, ça représente à peu près 10% du PIB en France, au niveau de l'hôtellerie, des métiers du tourisme. Et aussi, la France est toujours la première destination au monde en termes d'attractivité touristique. Donc, on a aussi un afflux aussi assez important de clients étrangers aujourd'hui en France. Alors, je mets ça entre parenthèses par rapport au confinement et par rapport à ce qui se passe actuellement, hein, évidemment. Mais dans un contexte précédent, c'est ce qui se passait. Maintenant, je pense qu'il faudra donner un peu de temps pour remettre les choses dans un autre ordre. Voilà, donc j'avais cette sensibilité. J'avoue que je cherchais depuis un certain temps des possibilités, en tous les cas, de m'investir différemment dans mon métier. Et j'ai un peu trouvé, quand même par hasard, cette formation, mais j'ai fait mes recherches, j'ai trouvé qu'elle correspondait vraiment à ce que je recherchais, notamment puisqu'on parlait de RSE. Donc, c'était vraiment pour moi un axe finalement essentiel qui regroupait et la partie sociale, sociétale et la partie environnementale. Donc, j'ai fait une demande simplement à ma direction générale hein, pour faire valider ce dossier qui a été pris en charge donc, par l'OPCO. Et puis, ça m'a déjà appris à développer mes idées, en tous les cas de présenter les choses auprès de mon groupe, donc, qui possède 5 hôtels, avec des projets de développement aussi, de rénovation d'établissements, mais aussi d'ouverture de nouveaux établissements dans les années à venir. Et finalement, en parallèle, un peu avant tout ça, on avait déjà accès à une note environnementale qui nous a permis d'accéder déjà à des premiers niveaux j'allais dire, de respect un peu plus fort de l'environnement pour nous en tant que, j'allais dire, utilisateurs, employeurs, collaborateurs, et aussi finalement d'avoir une sorte de dynamique aussi auprès des clients en les informant effectivement des actions qu'on pouvait mener, que ce soit sur le tri des déchets par exemple, sur le fait d'utiliser par exemple des produits beaucoup plus locaux, d'éviter en fait finalement de diminuer surtout notre bilan carbone en tant qu'entreprise. Et pour moi, c'est vraiment un axe de motivation très, très intéressant. D'autant plus que ce domaine va, pour moi, vraiment perdurer dans le temps et on est vraiment sur un virage qu'il faut absolument prendre dans tous les métiers, globalement, dans toute l'industrie, mais évidemment, je parlais plutôt de mon domaine de l'hôtellerie. Voilà. Donc, il y a actuellement, par exemple, la Fabrique du Tourisme qui est en train d'étudier aussi ce type d'action à mener. Et au final, en présentant mon projet auprès de ma direction générale pour faire valider cette formation, c'était aussi l'idée de mettre en place, non pas uniquement au sein de mon hôtel, mais au sein du groupe E-Hôtel, donc à peu près 120, 150 collaborateurs, la mise en place de la RSE. Et c'est vrai que la formation aujourd'hui me permet forcément d'apprendre, de stabiliser un petit peu mes idées, d'organiser un petit peu mes envies et j'allais dire d'avancer dans un cadre qui me permet de découvrir et d'élargir mes connaissances
et en même temps de m'investir encore plus dans ce domaine, donc aussi de faire des recherches en parallèle qui me permettront, dans les mois qui viennent, justement de mettre en place vraiment la RSE au sein du groupe Eautel, avec l'appui de ma direction générale. Donc c'est pour moi un challenge qui est vraiment très très intéressant, avec forcément des résultats assez probants, et j'allais dire, enfin je le souhaite en tous les cas, mais c'est pas juste des pensées, c'est vraiment une stratégie à mettre en place, donc une stratégie de développement humain pour préserver aussi nos équipes, parce que dans nos domaines, on sait que actuellement, je crois qu'on est à peu près, on recherche à peu près un peu plus de 200 000 personnes ou 240 000 personnes dans nos métiers. Et je dois dire, je pense que si on implique, si on travaille une RSE de façon sincère, on a de fortes chances que justement des personnes viennent travailler dans nos domaines d'activité, se rendent compte qu'en fait, il y a des choses exceptionnelles, extraordinaires à vivre dans nos métiers, et d'y trouver leur bonheur, tout simplement, le bonheur au travail. Et je crois que c'est quand même essentiel. Et en même temps, dans le respect de l'environnement, donc d'avancer vraiment dans ce domaine, puisque là, on est pour le coup très en retard, on l'a déjà dit, mais je crois qu'on a vraiment des choses à accélérer dans cette partie de dépenses énergétiques, etc. etc. Et en même temps, se pose un problème pour nous, hôteliers, par exemple, c'est évidemment le tourisme. C'est-à-dire que je voyais encore ce matin, par exemple, à l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry, bon, c'est deux fois moins de vols qu'avant le confinement. Donc, je pense qu'aussi, il y a un retour, et c'est un petit peu là où on devra, à mon avis, se diriger. C'est certainement un tourisme plus durable, un tourisme plus respectueux de l'environnement, qui voyage peut-être moins, qui prend moins souvent l'avion. Et en revanche, je pense qu'il y a un apport de touristes aujourd'hui plus peut-être locaux. Alors locaux, c'est dans un rayon de, je vais dire 200 km, mais c'est aussi un peu plus européen peut-être, qui revisitent un petit peu ces villes en France. J'avais par exemple des clients l'autre jour qui étaient de Dijon. Bon, on est très très proche finalement, ça faisait 30 ans qu'ils n'étaient pas venus à Lyon, et ils passaient un week-end à Lyon parce que, ben voilà, à part le tunnel de Fourvière, ils ne se souvenaient plus trop à quoi ça ressemblait. Donc, je crois qu'il y a vraiment des actions à mener pour justement retrouver une forme de sérénité dans notre développement touristique, et mieux partager aussi les choses en termes de chiffre d'affaires, mais enfin, je veux dire en termes de rentabilité, mais mieux partager les choses, faire travailler les locaux, c'est très intéressant. Des exemples, des confitures bio, d'une GIEC, des Monts du Lyonnais, etc., etc. Il y a beaucoup d'exemples qui nous permettent aujourd'hui de penser que toutes ces actions ont un impact sur nos locaux, sur notre vie locale, et finalement faire grandir un petit peu tout le monde en même temps. Et ça, je trouve ça super intéressant. Voilà. Et j'espère que il ne faut pas que ça reste un doux rêve, il faut être acteur. Donc, cette formation nous permet d'y être un peu plus. Voilà. Merci Fabrice. Merci. Donc, merci. Donc, vous aurez de nouveau la parole tout à l'heure. Donc, nous donnons maintenant la parole à Florence, si elle est en ligne. Non, elle n'est pas là, Florence. Elle n'est pas là. Bon. Alors, donc, maintenant, je vais donner la parole à Arnaud Berger, puisqu'en fait, là, il va nous donner son point de vue, puisque lui aussi, du point de vue d'un acteur économique, mais aussi d'un acteur qui intervient dans ce type de formation, alors qu'il n'est pas l'IFG. Et puis après, je reviendrai sur Martin, comme ça nous fait. Donc, alors, à vous. Oui, bonjour. Donc oui, effectivement, sur ce premier point de la formation, donc il faut savoir que voilà, j'ai Arnaud Berger, j'ai 53 ans, j'ai une formation de biologiste et couplée à une formation d'ingénieur environnement, à l'époque faite en 96, donc ça remonte à loin, et déjà dans une formation à l'INSA de Strasbourg et Éco-Conseil sur le développement durable. C'était des formations qui existaient déjà depuis 9 ans, qui avaient été faites lors de l'émission du rapport Brundtland sur le développement durable. Mais j'ai été la première génération de formés à vouloir m'orienter vers l'industrie, alors que jusque-là, les formations sur le développement durable étaient orientées plutôt vers des personnes qui
voulait s'orienter vers les collectivités, puisque c'est elles qui menaient avant tout les politiques. Voilà, donc j'ai vécu, j'ai fait cette époque charnière, on va dire, voilà, sur l'orientation des formations développement durable vers les industries. Et du coup, je suis rentré comme ingénieur environnement sécurité dans une industrie qui faisait du travail des métaux, qui s'appelait Strafor Facom, qui était coté au CAC 40 à l'époque. Voilà. Et puis, je me suis intéressé aux questions qui n'étaient pas abordées à l'époque, hein, sur ces questions de développement durable et de RSE, à la question de l'argent et de la comptabilité. Je crois que vous en avez parlé ce matin. Voilà, la comptabilité, voilà, de l'environnement et du développement durable, c'était la première vague à l'époque. Et de fait, je me suis intéressé au rôle de l'argent comme levier sur le développement durable. Et ce faisant, je suis rentré donc dans la banque et j'ai été le premier responsable développement durable à intégrer une banque française. Et où là, du coup, j'ai été confronté à l'accompagnement de l'économie verte sous toutes ses formes, mais surtout l'accompagnement, voilà, de grands secteurs. Alors, Fabrice parlait, voilà, du tourisme. Alors, ça a été les premiers pas du tourisme durable, justement, avec des hôtels qui voulaient s'équiper en chauffe-eau solaire à l'époque, travailler contre, je me souviens, on avait financé tout le câblage, on va dire, électrique d'un hôtel pour ne pas avoir d'émissions. C'était dans les années 2001, pour vous montrer que ce n'est pas jeune tout cela. Mais surtout, l'accompagnement, voilà, de l'agriculture verte, de l'immobilier vert et puis évidemment des énergies renouvelables, ce qui me donnera une expertise sur l'analyse et les stratégies sur l'économie verte en général. Donc, où va l'économie et comment elle va. Et du coup, ça, je l'ai fait pendant 20 ans. Et ce qu'il faut, c'est que j'ai regardé le monde de la banque et de la finance, qui est un monde qui n'est pas, on va dire, unique. C'est un monde qui côtoie deux sous-mondes, celui de la banque, de l'assurance et donc vraiment proche de l'économie locale, et celui de la finance et sur l'économie qui est vraiment axé sur l'économie mondiale. Et les deux sont intéressants à regarder, mais ont carrément des écosystèmes complètement différents. Et si on regarde par contre une des questions importantes dans le développement durable, qui est celle de l'emploi et de l'accompagnement, on s'aperçoit que dans ces cas-là, la priorité va à l'économie locale et au modèle bancaire et assurantiel. Et là, du coup, c'est difficile de tenir ce poste, on va dire, ce point de l'économie locale et de l'organisation bancaire dans un monde qui se financiarise de plus en plus. Donc, voilà, j'ai quitté la banque pour rejoindre à la fois une PME qui s'appelle Mobion, qui fabrique des batteries et des scooters électriques. Et puis aussi, on a créé avec plusieurs associés une société qui s'appelle Energiga.eu, qui va fabriquer des grands containers de stockage électrique, justement pour augmenter le potentiel de développement des énergies renouvelables et de l'autoconsommation, donc l'indépendance énergétique. Le stockage va jouer un grand rôle dans ce domaine, pas uniquement avec des voitures électriques, mais aussi la capacité d'autoproduire et de stocker son électricité. Le vrai défi dans la création de cette entreprise, on parle souvent de gigafactory, voilà, nous c'était une PME, et on a repensé la manière de créer, de fabriquer en France, donc d'avoir une industrie, de fabriquer avec des salaires français, sans toucher ni à la qualité, ni à la capacité salariale, donc de ne pas rogner sur les salaires. Et du coup, c'était comment on pense. Et là, du coup, c'est là où on applique ce modèle économique qu'on voit sur le développement durable, c'est-à-dire non pas rogner sur les salaires, parce que c'est la composante sociale, non pas faire moins bien en environnemental, en environnement. Donc, ça a été de travailler sur les modalités d'investissement et de l'argent, et de travailler donc sur ce qu'on appelle le capital patient, c'est-à-dire un capital avec une faible rentabilité par rapport au capital de marché. Donc, un capital à peu près à 5%, ce qu'on appelle, voilà, le social venture ou les fonds, on va dire, sociaux. Et du coup, on a pu comme ça travailler avec un modèle économique qui est 2 fois moins cher que le marché, tout en produisant en France. Donc, ça permet comme ça aussi de montrer qu'il y a des solutions qui existent pour pouvoir justement porter cette économie écologique, parce que c'est le thème d'aujourd'hui, dans nos territoires et sans renier sur le modèle social. Alors, c'est ce modèle aussi qui m'a permis d'être, alors pour compléter ce que vous disiez tout à l'heure,
d'être chercheur associé, voilà, au sein de l'ESSEC, mais au sein de la chaire innovation managériale de IMAO de l'ESSEC, justement sur l'accompagnement social du développement durable, et puis d'intervenir aussi voilà, sur différents types de cours, comme en étant responsable pédagogique sur le master immobilier bâtiment durable à l'ENPC. C'est intéressant parce que dans ce master qui était vraiment très ciblé sur les ingénieurs, depuis 2010, donc depuis à peu près 12 ans, j'anime cette semaine sur la finance, qui normalement est assez hétérogène pour des ingénieurs et qui là aujourd'hui devient vraiment on va dire un faire-valoir de ce master. Et puis, sur cette économie locale, je pense qu'il y a beaucoup à dire en termes de formation. On pourra y revenir tout à l'heure, mais voilà, parce qu'effectivement, je pense qu'il peut y avoir des besoins pour les former de demain. Voilà. Je voulais juste rebondir, et que ça fera la transition avec Martin. Vous avez dit que ça vous paraissait très loin le moment où vous aviez suivi des formations en cette matière. En fait, moi, je veux dire que j'ai fait le premier DEA en France, qui était l'économie de l'environnement et des ressources naturelles à la Sorbonne en 1984. Vous imaginez, c'était le premier DEA. Et en fait, quand je m'étais inscrite dans ce DEA, j'avais tous mes professeurs, parce que j'étais un bon master, enfin maîtrise à l'époque, qui me dire que jamais, j'étais complètement folle, que jamais je trouverais le moindre débouché en cette matière. Donc, les choses ont évolué. J'ai aussi fait la première thèse en France sur l'économie du développement durable, et en fait, Martin, lui, a fait la même chose, mais en Nouvelle-Zélande, donc à peu près en même temps. Bon, voilà, donc ça me retrouvait donc, en France pour monter un certain nombre de formations, donc dans l'université qui est devenue Paris-Saclay aujourd'hui, mais qui s'appelait l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. Et donc, je pense que moi, ce que j'aime bien voir comme témoignage de Martin, justement, c'est de voir comment peut-être les étudiants, les demandes des étudiants ont évolué peut-être avec le temps, et comment tu vois cette évolution aussi des formations et des demandes des étudiants divers et variés. Donc, je pense que ça peut être, voilà, sur les temps, tu peux intervenir sur ce que tu veux d'ailleurs. Merci. Oui, poser plusieurs questions. Et on ne va pas faire un rétrospective sur 40 ans. Non. Ça, c'est le contexte. Mais je vais essayer de résumer dans 3 points. Premièrement, quelles sont certaines des spécificités de problèmes ou problématiques de développement durable, et puis que nous, on avait abordé il y a 30-40 ans. Ensuite, qu'est-ce que ça implique pour la complication, la complexité de formation, et puis comment c'est ressenti, ou ça peut être ressenti par les étudiants. Vous avez dit au début, est-ce qu'il y a une différence entre l'engagement et l'orientation des étudiants en formation initiale et des étudiants plutôt en formation professionnelle? C'est difficile de faire des vastes généralisations, mais il y a une expérience qui peut être positive pour enrichir les formations. Je vais revenir sur ça dans une minute. Alors, tout ça en 7 minutes. J'ai dit, j'ai 3 points. Alors, donc, je vais essayer de simplifier dans mes 5 minutes qui restent. Dans les formations disciplinaires, souvent, on insiste de plus en plus, et depuis longtemps maintenant, sur une spécialisation, et dans les domaines qui sont proches de la vision de développement économique et aussi de l'environnement, en sciences économiques et aussi en sciences d'ingénierie, on insiste sur une question d'efficacité, et souvent l'efficacité, c'est la question de rendement, c'est-à-dire le résultat qu'on veut par rapport à des efforts pour obtenir ce résultat. Donc, dans la logique commerciale, c'est le revenu par rapport au coût, c'est le profit. Dans l'ingénierie, c'est le résultat de rendement par rapport à des efforts techniques pour arriver là. Alors, très souvent, on considère que, par exemple, si on veut fabriquer une voiture électrique, il faut transformer plusieurs tonnes de pierres, de roches,
de la terre pour obtenir quelques grammes, quelques kilogrammes et souvent juste quelques grammes des métaux qui sont des métaux à caractère très spécifique, y compris les terres rares. Et pour obtenir ces inputs, on raison de l'efficacité du processus, mais le long de ce chemin, on est en train de produire beaucoup de choses qu'on appelle les sous-produits. Les sous-produits sont associés avec les sous-effets. Dans les années 90, on a inventé une sous-discipline en chimie, qu'on appelle la chimie verte, qui n'a jamais eu vraiment d'avenir, mais on a essayé d'insister que la question des propriétés de la matière, il fallait se soucier autant des sous-effets que des effets. En économie, on a parlé des effets externes. Donc, je dirais que le problème dit de développement durable, c'est qu'on est autant préoccupé des sous-effets et des effets externes, et parfois aujourd'hui, les effets externes, ça domine. La question du changement climatique, c'est la question des émissions de gaz à effet de serre, il y a 40 ans, n'était absolument pas la préoccupation de quiconque au moment de la production industrielle. Aujourd'hui, ça devient le sujet de discussion qui domine avec la guerre en Ukraine, qui domine les discussions publiques au niveau des médias. Alors, si on se pose la question justement des adaptations dans un contexte de conflit au niveau européen, on dit qu'il faut faire infléchir le trajet d'achat et de consommation d'énergie, et on considère qu'il y a tout de suite une contradiction entre les objectifs d'ajustement court terme en termes d'approvisionnement en énergie et les questions de transition énergétique à long terme, y compris changement climatique. On va basculer donc sur l'énergie nucléaire, qui a été dénoncée depuis déjà 50 ans, avec la production de déchets à très longue durée. On va basculer donc sur la voiture électrique, qui est dénoncée parce que ça implique une augmentation majeure de l'extraction et de transformation et de production de déchets qui sont parfois très toxiques, de toutes sortes de matières, les terres rares et d'autres, les problèmes de santé pour les ouvriers et tout le reste. Donc, le défi du développement durable, c'est que chaque problème qui est dans un premier temps technique, chaque problème qui est dans un premier temps une question de résultat d'un processus très pointu, devient simultanément un enjeu de société, y compris la question de distribution des effets, la question de distribution de risques, les problèmes de santé, les questions de conséquences, pas seulement des questions de revenus. À ce moment-là, quelle est la spécificité de la formation? On est obligé de faire entrer dans un programme de formation, développement durable, économie écologique, des compétences en sciences sociales, des compétences en philosophie politique, pas parce qu'on va former les philosophes, mais parce qu'on est obligé de travailler dans les problèmes de décision au niveau collectif, au niveau des municipalités, au niveau de la ville, au niveau des ministères, et on est obligé de faire comprendre à des spécialistes dans les sujets techniques que les questions de négociation au niveau de société sont juste aussi fondamentales que les questions de compétences dans la transformation de la matière ou dans le calcul de coûts et de bénéfices monétaires. Donc, je reviens sur la question de profil de formation et des étudiants. Si j'enseigne avec les étudiants en premier cycle, ce sont des étudiants qui sont pleins de questions et très souvent pleins de bonne volonté et d'engagement pour les questions de l'environnement, de l'avenir, et parfois avec des soucis. Mais ils n'ont pas encore de maîtrise au niveau de compétences. On essaie de les former, on a un concept en termes de 3T, en anglais c'est Theory, Tools and Terrains. On essaie de les donner des cadrages théoriques, on essaie de les exposer des outils d'analyse, de représentation, et on essaie de les inviter d'appliquer ces outils et ces interprétations au niveau des terrains concrets. Mais ce sont les débutants, les apprentis. Si je bascule sur les formations professionnelles, par exemple avec Mastery, on est typiquement avec des étudiants qui ont déjà 10, 20 et parfois 40 ans d'expérience professionnelle, qui travaillent avec cette expérience et qui sont engagés dans les projets, souvent des projets pour donner une impulsion à leur projet de transition professionnelle avec un changement de direction, parfois pour avancer et obtenir une légitimité dans une démarche, par exemple, responsabilité sociétale d'entreprise avec Fabrice, dans le contexte de son activité professionnelle dans le secteur de l'hospitalité. Ces personnes-là portent une compétence, une connaissance chevronnée dans un domaine spécifique sur un terrain avec une compétence institutionnelle et sociale. Ils sont plus à la recherche du cadrage conceptuel
pour structurer et organiser pas seulement leur réflexion, mais surtout leur action. À ce moment-là, le rôle de l'enseignant, je me mets dans le rôle de l'enseignant, ça change radicalement. Je deviens beaucoup plus un médiateur pour faire émerger les compétences et permettre que le travail conceptuel soit appliqué pour interpréter et de donner une impulsion sur l'action sur le terrain. Donc, il y a une relation beaucoup plus de partenariat entre les étudiants et les enseignants comme moi-même. En revanche, avec les étudiants en premier cycle, on est obligé de les piloter beaucoup plus pour les donner une première expérience d'analyse sur le terrain. Donc, l'équilibre n'est pas du tout le même. Mais la spécificité dans tous les deux cas, c'est qu'on n'est pas en train de former dans une discipline spécifique, on est en train de former avec un croisement transversal en exposant en quoi il faut exploiter plusieurs types de disciplines très différentes pour pouvoir développer une compétence et un dialogue avec les collègues, avec les parties prenantes. Merci Martin. Donc Aïda, alors maintenant, donc on fait un deuxième tour. Donc ceux et celles qui suivent, qui ont fait ce choix, vous êtes dans une formation. Ben, ce qui sera intéressant pour nous, et pour tous ceux qui vous écoutent et vous écouteront, parce que ça sera en différé, pédagogue dans ce domaine, finalement, est-ce que vous avez trouvé votre bonheur dans ce que vous cherchez? Est-ce que c'est utile? Est-ce que vous auriez un certain nombre de recommandations à faire? Bon, c'est ça, meilleur. Mais non, mais c'est important. C'est une question qui n'est pas... C'est pas simple de répondre à cette question. Bon, voilà, vous ajoutez ce que vous avez envie d'ajouter, mais en tout cas, ayez ça un petit peu en tête pour dire, bon, c'est très bien ce que je dis, mais c'est important pour nous orienter, en fait, je pense. Voilà. Non, Martin a assez bien résumé. Ce qu'on recherche, c'est vraiment cette méthodologie, ce cadrage sur comment prendre les problématiques en fait, technologiques de la transition énergétique dans nos métiers respectifs. Donc, il n'y a pas de solution toute faite aujourd'hui. Et donc, c'est comment aller chercher, se rendre compte du problème, l'identifier, le quantifier et ensuite mettre en place des plans d'action. Ça, c'est des choses qu'on retrouve, notamment, par exemple, il y a eu plusieurs cours qui me permettent d'avoir une certaine méthodologie sur ces sujets-là. Donc ça, c'était assez intéressant, c'est des choses qu'on a déjà pu mettre en place. Un cours qui parlait des normes et des lois, on va dire des réglementations liées au RSE, par exemple. Ça permet aussi de mieux sélectionner les partenaires sur ça. Donc il y a des choses assez concrètes, donc ça, c'est assez intéressant. Et c'est assez facile à mettre en œuvre dans le quotidien. Il y a une chose aussi, c'est le format de la formation, qui est à la fois en présentiel et à la fois en distanciel. Donc, je ne sais pas si ça se fait, peut-être avec Covid, maintenant, ça se fait peut-être un petit peu plus, mais en tout cas... C'est quand même une spécificité depuis le début, c'était une spécialité de l'IFG. Alors, c'est vrai que maintenant, beaucoup, justement, digitalisent aussi. On va nous dire aussi ce qui se passe à l'ISEC, notre collègue. Non, et ça, quand on travaille comme natif, c'est extrêmement intéressant, surtout dans notre promotion où il y a des personnes qui viennent d'un petit peu partout de France et aussi à l'étranger. Donc, ça permet de pouvoir suivre cette formation beaucoup plus facilement à son rythme. Donc, on a 1 an pour faire l'ensemble des modules. Donc, cette flexibilité est extrêmement importante quand tu travailles et quand on ne peut pas forcément se dire que, voilà, 1 fois par semaine, par exemple, comme c'est le cas de certains masters, où il faut être 1 fois par semaine minimum, ou 2 fois ou 3 fois par semaine en présentiel. Là, on peut le faire à son rythme. Ce qui est très bien. Après, dans les choses qui pourraient être améliorées, alors parfois, moi je dirais que c'est en longueur. Donc on va dire c'est l'inconvénient de l'avantage, c'est que parfois, regarder des vidéos à distance quand on est chez soi, parfois on va dire il peut y avoir quelques longueurs, il peut y avoir, ça peut ne pas être évident à cadrer, et donc, ce qui pourrait être intéressant, c'est peut-être avoir, je sais pas, des vidéos plus courtes, je sais pas, des choses à mettre en pratique, ça peut... Voilà, c'est des petites choses auxquelles je pense, mais globalement, moi je suis assez contente de cette formation, en tout cas jusqu'à présent. Donc j'ai commencé comme Marie en novembre, et en tout cas j'apprends énormément de choses. D'accord, bon, merci. Et donc peut-être, si je vous dirais un mot de la fin pour chacun son temps. Allez, donc Marie-Émilie.
Alors, moi, j'ai commencé donc en novembre et sincèrement, les premiers cours, je me suis demandé ce que je faisais là. Le programme n'est pas si mal parce que je suis toujours là au bout de 4 mois, donc c'est quelque part, il apporte beaucoup. J'étais venue pour rechercher de la réflexion, me pousser à mieux poser les choses, avoir une vision plus globale, plus holistique. C'est ce qui s'est passé. Je dirais qu'au niveau des plus, l'interaction des présentiels est très importante. Effectivement, on a une formation présentielle, distancielle. L'interaction qu'on a, la qualité des intervenants aussi. J'ai trouvé qu'elle était vraiment très, très bien. Il nous apporte un nouveau regard, il nous oblige à aller voir plus loin que ce qu'on fait d'habitude. Et ça, c'est très, très intéressant. Moi, je repars toujours avec le smile des présentiels en disant, mais c'était juste incroyable. Sur notre promo, alors je pense que c'est très particulier à notre promotion. On a une diversité dans les corps de métier, dans les profils de personnes, qui fait que on en prend tout le temps. Je pense qu'il n'y en a pas un qui fait la même chose que l'autre. Et on vient tous pour des choses différentes, mais le partage est vraiment présent. Et c'est très agréable de pouvoir discuter de plein de choses avec des gens qui n'ont pas du tout le même horizon que nous, ni la même profession. Je dirais que dans les moins, ce sont les visios, effectivement, comme Aïda a souligné, qui sont quelquefois un peu longues, un peu pompeuses, ou parce qu'il faut qu'on soit dedans. Excusez-moi, c'est ça. Voilà. Et le sentiment parfois d'avoir la législation, par exemple, évolue quand même assez vite, oui, et de ne pas être au point au niveau de législation. Oui. C'est-à-dire que 4 ans, dans les visios, 4 ans, c'est énorme. C'est fini. Voilà. Et ça, je trouve ça un peu dommage. Même dans les exemples, je n'ai pas parlé des exemples, les exemples qui sont pris et étudiés, moi, chaque fois, ça m'apporte une nouvelle vision. Je n'ai pas juste la vision que j'ai eue en écoutant les infos. Je veux dire, ça nous ouvre vraiment un champ complètement différent. Ça, c'est très important. Et c'est ce que j'étais venue chercher. Ça m'oblige après, sans m'obliger, c'est un plaisir d'aller faire des recherches sur des termes que je découvre, sur des choses que je découvre. Et c'est très plaisant. La dernière chose que je pourrais dire, dans le petit moins, et ça vient peut-être aussi du fait qu'on a vraiment une promotion avec vraiment des corps de métier tous différents, c'est que faire travailler l'intelligence collective pour le mémoire me semblerait peut-être très intéressante. On a tellement de profils différents qu'on pourrait vous faire une Smart City à nous seuls, avec chacun nos compétences. Et je trouverais ça très intéressant de pouvoir, au lieu de travailler au niveau micro de notre entreprise, travailler tous ensemble au niveau macro. Ça, c'est quelque chose que moi, je trouverais très intéressant. Je crois que c'est tout prêt. Bah merci, c'est déjà beaucoup. Non, mais il y a un certain nombre de choses que je note, je ne sais pas. C'est bon, ce que vous avez dit, à ce qu'on appelle l'inter, donc des gens qui viennent de différents parcours plutôt qu'à l'intra. Parfois, il y a des groupes dans certaines formations, je sais, on va pas celle-ci en l'occurrence, mais qui mettent ensemble des personnes d'une même entreprise. Je crois que c'est beaucoup moins riche parce que finalement, comme vous dites, ne bénéficient pas finalement des éclairages des autres. Ce que vous avez dit sur la digitalisation des cours, c'est très important aussi, c'est que beaucoup, ça je pense que faire des cours online, parfois c'est économique. Non, je vais vous dire que c'est pas économique, parce que comme vous dites, en fait ça vieillit. Il faut les, au bout de 3 ans, souvent il faut les refaire. Et par ailleurs, une chose que vous n'avez pas indiqué, c'est qu'il y a un accompagnement. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez souvent un promo manager, vous avez quelqu'un qui vous accompagne, donc coach qu'on appelle ailleurs. Je pense que ça, c'est aussi important dans ce type de formation pour pas qu'on décroche. Voilà, donc je vais donc laisser la parole donc, à Fabrice, donc, qui est à distance. Oui, oui. Alors c'est vrai que Marie et Aïda, pour moi, je dirais tout ce qu'elle dit, c'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'il y a un mix de types de formation qui est très intéressant, notamment le à distance, mais moi j'aime bien le présentiel aussi, parce que le fait de sortir finalement de chez soi, ça ouvre un peu l'esprit, on a le temps de se poser, le temps du trajet pour se remettre sur un autre objectif, celui de la formation, donc ça c'est quand même très très bien. Comme le soulignait Marie, Aïda aussi, ce groupe est vraiment au top parce qu'il y a vraiment plusieurs expériences et ça nous enrichit. Et en même temps,
si, par exemple, pour ma part, s'il y avait eu un collègue hôtelier ou autre, ça aurait pu être aussi un travail en commun, peut-être de se faire sur des visions différentes. Enfin, et ça, je le complète plutôt de ce fait dans mon réseau professionnel, on va dire aujourd'hui, pour ce complément un petit peu dans les mêmes directions professionnelles. C'est vrai que la qualité aussi j'allais dire, des enseignants est aussi très bien, parce que quand on voit qu'on se perd un peu parfois, je me dis toujours, tiens, c'est plutôt bon signe quand même, parce qu'il y a beaucoup de connaissances, et donc après, ça nous oblige aussi à revenir un peu sur certaines choses pour y réfléchir et retrouver des informations par soi-même. Voilà, la qualité est présente, et franchement, c'est vrai que les exercices en commun, peut-être davantage d'exercices pour être les bienvenus, de travailler sur des vrais cas, par exemple, mais je pense que ça viendra peut-être par la suite. Mais l'esprit d'équipe, en tous les cas, chez nous, est un point fort. Donc, je pense qu'on se fait tous plaisir dans cette formation aussi. Voilà. Arnaud Berger, donc, ce qui se passe peut-être du côté de l'ISEC dans les formations, des formations de ce type-là, même si j'ai bien compris, hein, vous êtes plutôt en formation initiale, oui. Formation exécutive, donc, mais bon, vous êtes là. Écoutez, disons, c'est voilà, sur peut-être les manques ou les compléments, là je peux vous faire un témoignage, donc pas tant sur la forme, voilà, présentielle, distancielle, même si le distanciel, je trouve, va faciliter certaines choses. Après, évidemment, le présentiel est important, mais de ce que je peux remarquer aujourd'hui, c'est qu'il y a des besoins pédagogiques au niveau global, c'est-à-dire, là, je sens souvent des gens qui ont besoin de se situer par rapport à la transition écologique, transition énergétique, c'est-à-dire le modèle économique qui sont derrière, on est en plein dedans, hein, c'est quelle pédagogie pour voilà, l'économie écologique ou l'écologie économique, c'est-à-dire quel est le modèle économique du développement durable. C'est ce prisme-là, c'est son impact sur le modèle économique ensuite des entreprises et finalement leur gestion, et ensuite leur manière de l'accompagner sur les questions de finances, et de ce qu'on oublie souvent, hein, pourtant c'était très présent avant, mais aujourd'hui on l'a complètement oublié, le modèle d'assurance sur ces sujets-là. Et du coup, de mieux avoir une on va dire, économie aujourd'hui, la transition énergétique, pour comprendre pourquoi des pays sont parfois en avance de phase sur l'Europe ou la France, de pouvoir mieux se situer, parce que faire des formations, quand on fait des formations commerciales pour voilà, nos futurs commerciaux demain, des formations de financiers et autres, il faut pouvoir se situer dans ce monde, et ce qui est devenu la transition énergétique ou la transition écologique ou le développement durable. Voilà, il y a des témoignages, on va dire, des anciens qui montrent que le sujet n'est vraiment pas nouveau. Il s'inscrit depuis plus de 40 ans. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir montrer que le développement durable est vraiment parti d'une démarche au départ portée dans une vision sociétale par certains acteurs, c'est l'éco-développement en 1974 ou autre, et qu'aujourd'hui, c'est vraiment devenu un fait marquant de l'économie, voire même un fil conducteur de cette économie. Et ce que on peut voir, c'est que les luttes d'influence économique qui se faisaient sur l'économie classique sont en train de se déplacer sur l'économie du développement durable et l'économie verte avant tout. Donc ça, c'est voilà, ça c'est cette tendance voilà, qui m'a amené voilà, à être voilà, j'ai eu l'honneur d'être pris comme directeur de collection aux éditions VA, qui sont les éditions un petit peu qui font l'intelligence économique et l'école de guerre économique. Pour être directeur de collection voilà, sur ces nouveaux cahiers de l'intelligence verte, c'est-à-dire montrer comment l'économie verte et le développement durable sont devenus aujourd'hui des sujets de tension géopolitique et géoéconomie. Enfin, on peut le voir là aussi sur la partie énergie. C'est assez simple à voir. La deuxième chose que je vois, c'est les gens parfois ont besoin de cas pratiques. Alors, Maurice en a parlé. Et alors, il y a une chose qui s'était faite à l'INSEC, qu'on avait fait ensemble, mais avec l'INSEC de Chambéry, c'est des masterclass sur l'entrepreneuriat durable local, donc montrer comment on pouvait créer sa société directement dans le développement durable, avec un accompagnement évidemment de toutes les forces de l'ESSEC, comptable, communication, marketing, etc. Ça reliait pas mal
beaucoup de compétences et de en présentiel, de masterclass sur le développement durable pour créer sa société au niveau local. Et là, il y a eu beaucoup de richesse dans ce monde-là, avec des cas pratiques qui ont été vraiment très appréciés et avec l'intervention de banquiers, voilà, pour bien montrer la relation client plus que la relation investisseur, puisqu'on est en économie locale. Donc, on a moins à faire un pitch investisseur que la relation bancaire, puisque 9 fois sur 10, on va plus ouvrir un compte à sa banque que faire un pitch en investisseur. Et l'autre point qu'il y a de plus en plus, c'est peut-être de trouver des indicateurs de suivi entre la mission RSE dans les entreprises et la mission économique. On le voit avec les scandales qui sont arrivés. On a des entreprises qui étaient très, très bien notées sur leur mission RSE par des agences de notation et très, très bien aussi notées sur leur mission économique. Le problème, c'est les deux vont en parallèle. On fait un rapport développement durable aujourd'hui qui est inclus dans le rapport d'activité des entreprises, si on souhaite le faire, mais il n'y a pas d'indicateur commun. Et je pense que dans une nouvelle pédagogie, une économie écologique, il va falloir mixer des indicateurs. Un des indicateurs qu'on peut prendre, par exemple, c'est la création d'emplois par EBE ou chiffre d'affaires, pour bien montrer comment l'emploi peut suivre le chiffre d'affaires des entreprises ou ne pas le suivre. Voilà, ça c'est des critères où aujourd'hui on va mixer des critères sociaux avec des critères économiques, coupler des critères environnementaux avec des critères économiques, mais en tout cas, essayer de mieux rendre cohérents les deux missions. C'était une des visions de la loi Pacte, avec des sociétés, voilà, avec des acronymes, société à mission, B Corp ou autres, essayer de faire ce lien, mais il va falloir, je pense, créer des indicateurs qui sont congruents entre les deux mondes. C'est un des exercices qui essaye de faire la comptabilité de l'environnement ou la comptabilité du développement durable, par exemple. Et puis, le dernier point, je pense, c'est on a eu un moment, voilà, dans les actions pionnières, des formations très généralistes sur le développement durable, justement pour ouvrir la vision et bien se situer et donner tout le potentiel qu'on pouvait en tirer. Et puis, dans les années 2010, ces missions, ces formations générales, ont été abandonnées au profit de formations beaucoup plus pratiques. On voulait vraiment des points. Par exemple, je me formais sur la BIM, je me formais sur l'efficacité énergétique, je me formais voilà, sur le green digital, enfin, toutes ces choses-là. Et puis là, on revient, parce qu'avec cette vague d'économie verte et de développement durable qui revient, on est à nouveau sur des formations généralistes, mais on s'aperçoit qu'on a besoin de compétences réelles, vraiment sur des applicatifs sur l'économie verte ou l'économie sociale en tant que telle. Là, il va falloir se former sur l'électronique de puissance, par exemple pour les batteries, pour les véhicules électriques. On va manquer de personnes. Alors, on avait beaucoup axé sur le digital, donc les formations sur la programmation ou autre, mais il y a aussi l'électronique, et là, on va manquer de personnes sur le sujet. On manque de compétences sur le BIM, donc là, il y a un salon sur le BIM World, donc sur les maquettes digitales du bâtiment. Et récemment, la Commission européenne a jugé que le bâtiment, ça y est, ceux qui me supportent quand j'en parle depuis plus de 10 ans, je dis que le bâtiment n'est plus qu'une enveloppe, c'est aussi un centre de production et de gestion et de stockage de l'énergie. Et la Commission veut véritablement aller sur ce sujet-là. Ça va complètement obliger les acteurs de l'immobilier à revoir leurs compétences dans ce domaine. Donc voilà, si je regarde un petit peu les besoins, je dirais en 3 grands univers, le problème c'est mieux se situer, peut-être l'apport de mieux se situer dans cette géoéconomie du développement durable aujourd'hui. La question vraiment, de montrer comment ça s'opère pratiquement sur le terrain, que ce soit dans la création d'entreprises avec des masterclass dédiés, comme on a pu le faire avec l'INSEC Chambéry, ou avec des nouveaux indicateurs qui vont mixer les deux RSE, mission économique, et enfin, je pense, des spécialisations sur certains métiers pratiques. Fabrice en parlait dans le tourisme, il y a tourisme et tourisme durable, on ne va pas approcher évidemment cette question du tourisme de la même chose, comme nous dans le stockage électrique, et donc on ne va pas aborder la transition énergétique de la même chose qu'on le voit quand on fabrique du gaz ou quand on le voit quand on fabrique des ENR avec du stockage.
Voilà, c'est un petit peu les 3 grands phénomènes que je peux témoigner ou partager avec vous. Pardon. Merci. Pour rebondir, je vais essayer de me limiter à une thématique. C'est une question un peu de quelles sont les choses qui changent avec la transformation digitale, mais dans l'esprit également de l'éducation, formation pour les défis du développement durable. On sait qu'une des thématiques du développement durable, c'est le défi de trouver des solidarités, de trouver des façons de vivre ensemble, y compris avec les espèces non humaines dans le biosphère, y compris avec les générations futures comme principe, mais aussi entre nous, qui visiblement n'est pas toujours la chose la plus facile à réussir. Mais à ce moment-là, on est souvent dans la structure de formation universitaire. Les étudiants sont mis ou bien dans une structure d'isolation individuelle où chacun fait son travail dans son coin, ou bien dans une logique carrément de concurrence où chacun est en train de s'évaluer le planche pour ses camarades pour obtenir un note qui est supérieur. Et parfois que c'est institutionnalisé parce qu'il y a des distributions de notes statistiques qu'il faut respecter. Et donc, s'il y a 2 qui obtiennent 18 sur 20, il y a forcément 2 qui vont obtenir 6 sur 20. Et à ce moment-là, la tendance, c'est de diminuer l'autre. Dans les domaines où j'enseigne, on a pratiqué depuis plus de 20 ans le principe que la formation, c'est collégial, il n'y a pas de concurrence en interne, et ça ouvre la voie vers ce que Marie, par exemple, a signalé, la logique de partage, et plus qu'il y a une diversité de personnes dans le groupe au niveau d'étudiants, au niveau d'expérience professionnelle et personnelle, plus que cet échange peut devenir riche. Mais je veux aller un pas de plus loin, parce que souvent, en mettant en confrontation la question de transformation écologique et de transformation digitale, en quoi les deux peuvent être en conflit ou en synergie. Avec le digital, ce n'est pas une question de pouvoir faire une formation à distance. Ce n'est pas une question de pouvoir faire un classroom renversé pour avoir qu'il y a plusieurs profs avec un étudiant. La question c'est de pouvoir structurer différemment et établir des dynamiques différentes de partage et des échanges. Et il y a un aspect qui, à mon avis, a été négligé, à la fois dans les formations initiales, mais aussi quand on essaie de pratiquer dans les formations professionnelles, c'est la contribution des étudiants pour enrichir les ressources pédagogiques, pas seulement dans le processus même des échanges de perspectives et de travail avec ce que vous avez appelé l'intelligence un peu collective. Mes étudiants en premier cycle, on les invite à faire les comptes rendus de livres. Je récupère les comptes rendus de livres, je les mets sur un site partagé Internet. Ça devient les ressources, les lectures, les opportunités pour la prochaine promotion. C'est une révolution, c'est jamais fait dans mon université. C'est bizarre, c'est même pas une idée. Alors, mais je vais plus loin. On a déjà évoqué que les projets avec les étudiants en formation professionnelle, ça apporte une richesse d'expérience. Il y a un croisement entre la réflexion, les outils, les formes d'analyse, et chaque projet constitue un cas d'écho avec un certain caractère unique, souvent très riche. Ne pas exploiter ces ressources, ça serait quand même un crime à la fois contre les étudiants, mais aussi contre nous-mêmes. Donc, je soutiens le principe qu'on récupère et on opère un partage structuré avec une reconnaissance et une valorisation des étudiants, autant que c'est une pérennisation des expériences des uns et des autres. Le digital rend beaucoup plus facile cette logique de partage et de pérennisation. Reste à nous à savoir exploiter ces opportunités avec les technologies. Donc ça, c'est le type de suggestion que j'ai à faire pour faire évoluer nos pratiques pédagogiques, pour renforcer et rendre plus visible qu'il y a vraiment une formation en partage, il y a une logique de contribution, les compétences de chacun sont portées comme des ressources, et c'est le croisement et la confrontation de ces compétences qui génère l'espace d'apprentissage pour chacun de nous. Et à cela, évidemment, je considère qu'en enseignant, professeur, je suis le premier bénéficiaire parce que j'ai la capacité d'apprendre à partir de tout le monde qui contribue. Merci. Merci.
Alors, donc, je vais demander à chacun d'entre vous de dire quelques mots. Conclusion. Que vous avez envie d'ajouter par rapport à cette question que nous avons abordée et peut-être, je ne sais pas, aussi pour inciter peut-être davantage de personnes à s'orienter vers ce type finalement de formation, qu'elle soit courte ou longue, mais en tout cas cette ouverture en fait nouvelle qui touche tous les métiers comme cela a été dit. Je pense que ça, voilà. Donc, ce que vous avez envie d'ajouter, c'est important. Voilà, pour vous, de savoir ce que tout ce débat vous a évoqué, ce que vous avez envie d'en tirer. Pour conclure, moi, je dirais que cette formation apporte réellement une vision globale, prendre de la hauteur et tout simplement faire partie, en fait, de la transition qui est en train d'avoir lieu et qui aura lieu de toute façon. Donc, c'est une façon de devenir acteur de ce changement plutôt que de subir ce changement. Voilà pourquoi je pense que c'est une bonne façon de s'inscrire, en tout cas, de ce format. Alors, je rejoins complètement Ida sur le fait de prendre de la hauteur. C'est vraiment une ouverture holistique, ça vous apporte vraiment une réflexion complètement globale sur le développement durable, la RSE, sur les transitions que nous vivons, qu'elles soient énergétiques, qu'elles soient écologiques, qu'elles soient aussi au niveau professionnel, puisque les métiers évoluent. Et on entre dans une phase où tous les métiers vont évoluer. Certains vont disparaître, d'autres vont apparaître. Ce que ça m'apporte, c'est vraiment cette ouverture d'esprit. Et tu as dit beaucoup. Voilà. Très peu de mots, tu as été parfaite. Bon, alors Fabrice Oui, je dirais simplement, à titre personnel, j'estime être vraiment chanceux de faire cette formation. Et je crois il me semble que ce type de formation devrait être dans tous les cursus, j'allais dire, évidemment universitaires, en tous les cas une partie, mais de la sensibilisation, voire dès la primaire, etc. Il me semble qu'il y a une façon d'expliquer, il y a des choses qui doivent se mettre en place assez rapidement au niveau de l'éducation nationale et autres j'allais dire, pour sensibiliser un maximum de personnes, voire tous, évidemment, sur ces domaines. Voilà. Donc, merci. Et votre conclusion? La conclusion écoutez, je l'ai dit un petit peu, c'est tout ça me servira en tous les cas pour moi dans mon avenir professionnel. Et puis, c'est en tous les cas des échanges toujours intéressants et importants. Je veux juste que les étudiants qui sont en présence ou à distance Pardon. Alors, je dirais que sur le fait que sur cette formation, tu veux dire, ou sur le à distance, la difficulté ou pas du à distance? Non, sur le débat, c'est envie de conclure sur le débat. La conclusion, c'est celle-là. Cette formation est intéressante et je pense qu'il faut, en tous les cas, poursuivre dans cette voie avec, comme on le disait, peut-être encore plus d'échanges ou des exercices en commun et d'arriver sur, pour tous, la réussite tant personnelle, j'allais dire, sur cette formation, mais aussi professionnelle, avec une évolution à la clé, vraisemblablement. Merci. Arnaud, alors, peut-être quelques mots de conclusion? Ça fait plaisir de voir que voilà, ce besoin de formation en développement durable ne se dément pas depuis plus de 40 ans, qu'il y a à chaque fois des nouvelles générations avec des vagues et on va dire qui accompagnent, on va dire, des mouvements. Et là, par contre, on est dans un mouvement fort, je pense, à la fois de demande de personnes pour se former, et à la fois en termes de besoins de marché et de clients. Donc là, oui, effectivement, je pense qu'on va vers une grande vague de demande de ce type de formation sur le développement durable. Le défi, peut-être demain, c'est comment on poste face à cette demande, finalement, qui est très transversale, ces questions de formation sur le développement durable dans l'ensemble des formations. Ça, je pense que c'est un défi pour les
pour les sociétés de formation. Alors, on t'a coupé tout à l'heure. Alors, je me pose la question dans un sens, qu'est-ce qu'il y a qui a changé depuis 40-50 ans? Le 30 mars, la Commission européenne a publié son Circular Economy Action Plan. Alors, dans les années 70, on était déjà en train de parler de politique pour une symbiose entre l'économie et la biosphère. Donc, on évolue doucement. Alors, le groupe de scientifiques en coopération internationale vient de publier le 3e tome de son 6e cycle de rapport sur le défi du changement climatique. Ça fait le tour au niveau des médias actuellement, depuis juste 48 heures. Alors, nous savions de notre jeunesse que le défi du changement climatique et d'autres défis de changement environnemental, c'était déjà des urgences pour le 21e siècle. Donc, les défis sont sur la table depuis déjà 50 ans. Est-ce qu'on veut croire dans la moitié pleine qu'il y a quand même un engagement collectif plus fort qu'il y a 50 ans? J'espère bien. Mais en attendant, c'est important, certainement dans les formations, quand on reste d'actualité, mais courir après les rapports qui vont sortir chaque semaine, courir après les changements de législation qui rattrapent avec 30 ans ou 40 ans de retard les défis qui étaient lancés déjà dans les années 90, les problématiques n'ont pas beaucoup changé à ma vision des choses depuis 40 ans. En revanche, les capacités des uns et des autres de s'engager avec ces problématiques, ça a beaucoup évolué et c'est ça qu'il faut essayer de entretenir. Merci Martin. Donc, merci à tous. Est-ce qu'il y a des questions à distance dans la salle? Pas de questions. Alors, s'il n'y a pas de... Ah, oui, allez-y. Yes. Ah oui, pardon. Est-ce qu'il faut un double microphone? Right. I think I would like to ask question to our friend, Mr. Lipinski from Lyon Hotel. If you could show up, are you still here? Yeah. I just wonder what kind of position could you offer students to help the ecological transition in your company, for example? Do you put aside a particular problem for them, or how are you going to encourage them to be part of the effort to save energy or to more things that limits the impact to the environment? Thank you. So I'm not sure to understand. The question. You listen to me? Oui. Oui. Vous m'entendez? Just one thing. Vous pouvez parler en français, ça va être traduit. Ah, ok. En fait, c'était une question pour vous, Monsieur Lipinski. C'était à savoir, est-ce que vous avez des postes au sein de votre société pour ceux qui veulent faire une contribution à la transition écologique? Est-ce que vous avez des mesures en place pour aider ces jeunes gens à faire leur contribution au sein des entreprises? Je dirais que, alors oui, puisqu'en fait, simplement aujourd'hui, j'ai par exemple 2 contrats d'apprentissage chez nous qui sont sur une école liée à l'environnement, qui est basée à Lyon. Donc, c'est-à-dire qu'au sein de l'entreprise, ils ont effectivement des missions sur la mise en place de clés vertes, etc. Si c'est ce type de question, en fait, ce type d'étudiant auquel vous pensez. Mais ensuite, j'allais dire, je fais régulièrement en fait des jurys d'examen, par exemple sur des masters d'école hôtelière, on va dire. Et c'est vrai que je remarque que le message n'est pas encore complètement clair, c'est-à-dire que la RSE, par exemple, c'est pas encore un message qui me semble complètement diffusé dans les masters d'hôtellerie, par exemple. Alors, ce n'est pas une critique, parce que ça met un certain temps, mais en tant que jury, j'aime bien toujours un petit peu aller titiller ce côté RH, etc., et voir un peu ce qu'il en ressort. Et souvent,
souvent les étudiants ont, je dirais, l'idée, en tous les cas, et le souhait, mais c'est pas encore quelque chose. Je sens pas encore comme prioritaire. Et passer ces messages à ce moment-là, gentiment, ça peut être aussi de les inciter à. Et je me rends compte que malgré tout, les générations les plus jeunes, ils sont peut-être très sensibles, mais je pense que c'est les plus jeunes des plus jeunes, et peut-être j'allais dire un petit peu les plus anciens, peut-être, qui eux comprennent un petit peu l'histoire de cet environnement. Et donc, c'est à nous de faire le lien aussi avec ces étudiants, et à chaque fois que c'est possible, pour reconnecter et se mettre dans le même sens pour l'environnement. Merci. En tout cas, merci à tous et à toutes. Donc, il me reste surtout à souhaiter une bonne réussite aux apprenants, parce que ce ne sont pas des étudiants, mais des apprenants en formation continue, pour à la fois la réussite de votre diplôme, mais aussi pour votre évolution professionnelle. Et vous avez parlé, j'ai retenu des mots-clés comme le sens, les impacts, la responsabilité. Enfin, j'espère que vous allez trouver dans votre vie professionnelle, à la fois juste après votre formation, mais tout au long de votre carrière, ce que vous cherchez, et comme vous serez aussi de bons ambassadeurs pour en fait inciter d'autres jeunes ou des salariés vers ce type finalement de transition, car vous avez dit quelque chose d'important, il vaut mieux être acteur que de subir, et je crois que c'est vraiment ça, parce que il n'y a rien de pire que de se dire finalement, soit après moi le déluge, de toute façon tout est fini. Non, il y a beaucoup de choses à faire, c'est aussi un vrai défi, vous avez le monde, un nouveau monde à construire, et je trouve que c'est quand même assez fabuleux, et nous comptons beaucoup sur vous, mais surtout, je dirais, en ce qui me concerne, mes enfants, peut-être mes petits-enfants, compteront beaucoup sur vous. Voilà, donc merci à vous tous, merci à nos amis d'Indonésie, voilà, et puis j'espère que nous aurons l'occasion de nous retrouver peut-être l'an prochain, alors que ça soit ici, je viendrai vous rendre visite, ou que ça soit ailleurs. Donc voilà, merci. Vous voulez dire un petit mot peut-être? Bon. Right. Thank you so much, my friend Sylvie, Professor Sylvie Pacho, and Professor Connor, and other speakers today. You have spent a lot of time telling us how the transformation happens in your companies, in your data center, and in many places. So we know that we are all working towards better. Last 2 years, we were talking about circular economy. Now we are using pedagogy for ecological economy. I'm sure that this will shape the future of your children and grandchildren. On behalf of and mine too, hopefully. So on behalf of UI Greenmetric, I thank Sylvie and also all friends, Yasmina and Juliet, and Julian, you are here. Thank you so much for all the organization. Plus now we are hybrid, and it's the future of the collaboration. I think it will blossom. And thank you again. Hopefully we will meet you next year again. And I really hope that your university and also Nanterre and other university can also be part of our network. Well, we'll do what we can. Yes. Thank you so Thank much you very once much. again. Please give a big applause to all the organizations. Thank you so much. Thank you. Et merci à ceux qui nous ont suivis, qui sont plus nombreux que à distance. Voilà. Et ça sera retransmis, ça sera... Voilà. Thank you so much. Merci. Alors. Would you like to say something?